Alors, les pathologies de la glande thyroïde, donc, ou en d'autres termes, les dysthyroïdies. Premièrement, petit rappel sur la glande thyroïde. Donc, la glande thyroïde est un organe qui pèse environ 15 à 30 grammes selon les personnes. Donc, il se situe dans la région cervicale médiane basse, donc au niveau du cou un peu en bas. Et elle est constituée, enfin, c'est la glande thyroïde, elle est constituée de 2 lobes et qui sont séparés par un île au milieu. Par rapport à l'histologie et donc comment est structurée la thyroïde, là, c'est une coupe, du tissu de la glande thyroïde. Il est constitué d'unités fonctionnelles, ce sont les follicules. Donc c'est un amas de plusieurs follicules. Donc vous avez plusieurs follicules qui vont me constituer, tout l'organe ou la glande thyroïde. Chaque follicule mesure environ 200 micromètres de diamètre et il est constitué donc à l'intérieur de ce qu'on appelle l'espace folliculaire ou la substance colloïde ou carrément la colloïde. Cette colloïde contient les hormones thyroïdiennes qui sont produites par les thyréocytes et qui vont être stockées dans cet espace folliculaire avant d'être déversées dans le sang pour faire leur effet. Et cet espace folliculaire, il est entouré ou délimité par des cellules folliculaires ou qu'on appelle aussi thyréocytes. Et c'est ces cellules-là qui vont produire les hormones thyroïdiennes. Dans le, la thyroïde, on peut observer parfois également des cellules à calcitonin. Ce sont des cellules qui vont me produire la calcitonine. Maintenant, lorsqu'on parle des hormones thyroïdiennes, on sait que les hormones thyroïdiennes, elles sont constituées à partir de précurseurs. Donc ces précurseurs-là, ce sont des résidus de tyrosine et selon le nombre de molécules d'atomes d'iode qui est présent dans ces résidus-là, on va distinguer soit la monoiodotyrosine, donc qui ne contient qu'un seul atome d'iode, ou la diiodotyrosine qui contient deux atomes d'iode sur cette molécule. Et en fusionnant soit une molécule de monoiodotyrosine avec une diiodotyrosine ou deux molécules de diiodotyrosine, on va obtenir les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, en fait, donc la T3, T4 et T3 reverse, elles sont constituées à la base avec la même molécule qui est la tyronine. La tyronine, c'est la fusion de deux résidus tyrosine. Après, ce qui va différencier la T3 ou la T4, c'est le nombre, même pour la T3 reverse, c'est le nombre et la disposition des atomes d'iode. Donc, lorsque on fusionne deux molécules de diiodotyrosine, on va obtenir donc une tyronine avec quatre atomes de d'iode et du coup, on va avoir une tétraiodothyronine, ce qu'on appelle la thyroxine ou l'hormone T4. Maintenant, lorsqu'on fusionne une molécule de diiodotyrosine avec une molécule de monoiodotyrosine, on va obtenir la T3. Mais selon est-ce que la diiodotyrosine, c'est elle qui est couplée à la mono ou bien le contraire, on va obtenir soit donc une triiodothyronine R, réverse inactive, ou une triiodothyronine qui, elle, sera la T3 active. Et donc, la différence entre la T3R et la T3, c'est la disposition des trois molécules d'iode, en particulier la troisième qui est en bas. Donc, vous voyez la différence entre la disposition de la molécule d'iode, c'est elle qui fait la différence entre la T3R ou la T3. Maintenant, on va parler de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, je schématise une cellule, donc thyréocyte, cellule folliculaire, et cette cellule folliculaire, elle a deux pôles, elle est bipolaire. Donc, elle a un pôle apical et un pôle basal. On va donner le pôle basal donc en bas, qui va donner vers les capillaires sanguins, donc vers le sang, et le pôle apical qui va donner vers qui va donner vers la colloïde ou l'espace folliculaire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en premier lieu, vu que les T3, T4 contiennent de l'iode et que l'iode, donc, il vient par un apport exogène, donc il va être circulant dans le sang sous forme de I-, il va être capté par le thyréocyte et
on va dire organifier, c'est-à-dire on va rendre l'atome I- en une molécule organique de I2 d'iode par, l'enzyme qui s'appelle la thyroperoxydase. Cette thyroperoxydase, donc à l'intérieur de la cellule, va me fusionner 2 atomes de I- pour me former un I2 et cet I2 va rejoindre la substance colloïde. En même temps, donc en parallèle, la cellule folliculaire aussi va me produire ce qu'on appelle des thyroglobulines. Les thyroglobulines, c'est elles qui vont comporter les résidus de tyrosine auxquels on va accrocher entre guillemets l'iode pour former soit la monoiodotyrosine ou la diiodotyrosine. Cette thyroglobuline, donc une fois produite, une fois synthétisée dans la cellule folliculaire, elle va rejoindre l'espace colloïde ou l'espace folliculaire. Et c'est dans l'espace folliculaire qu'on va avoir une fusion entre le I2 et les résidus de tyrosine, ce qui va me former donc les monoiodotyrosines ou les diiodotyrosines. À ce moment-là, donc, on a les précurseurs qui sont formés. Donc, l'organification, je répète, l'organification de l'iode et la synthèse des thyroglobulines, elle se fait à l'intérieur de la cellule folliculaire. Puis, la fusion entre l'iode et la molécule de tyrosine pour me produire les précurseurs se fait dans l'espace folliculaire. Après, c'est également dans l'espace folliculaire qu'il y aura une synthèse des hormones thyroïdiennes, également donc par la TPO, donc la thyroperoxydase qui a servi pour organifier l'iode, a aussi un deuxième rôle au niveau de l'espace folliculaire. Elle va coupler donc soit des DIT, donc diiodotyrosine, des deux ensemble pour me former une molécule de T4 ou bien une monoiodotyrosine avec une diiodotyrosine pour me former la T3 ou la T3 réverse. Donc ce couplage qui se fait par la TPO me donne lieu à une globuline qui va me contenir les hormones T3 et T4. Les hormones T3 et T4, une fois produites, vont rester dans l'espace colloïde comme réserve jusqu'à ce qu'on ait une stimulation ou lorsque l'organisme a besoin donc d'un effet des hormones thyroïdiennes où on va les mobiliser. Il faut savoir que l'espace colloïdal ou bien les réserves dans toute la glande thyroïde en T3 et T4 peuvent tenir environ 2 mois. C'est ce qui pallie un peu au dérèglement, au, c'est ce qui pallie à lorsqu'il y a des différences d'apport de jour en jour en iode. Même si on n'a pas un apport constant en iode, on a assez de réserves pour tenir quand même longtemps avant d'avoir un problème lié à une carence, par exemple en iode ou autre, par rapport aux hormones thyroïdiennes. Maintenant, lorsque on a besoin des hormones thyroïdiennes, il y a une cascade d'activation et de stimulation qui va se faire pour mobiliser ces T3 et T4. Ça va commencer de l'hypothalamus qui va me synthétiser la TRH, qui est la Thyrotropin Releasing Hormone. Donc, elle va aller stimuler l'hypophyse qui va lui me produire la TSH, qui est la Thyroid Stimulating Hormone. Donc, c'est une stimuline qui va stimuler le thyréocyte. Elle va agir au niveau du thyréocyte, donc cellule de la glande thyroïde, pour me produire, pour me libérer, pas produire, mais pour libérer le stock de la T3-T4 vers le sang. Alors, ce que fait la TSH, une fois sur ses récepteurs au niveau des cellules folliculaires, elle va augmenter l'action ou l'activité de la TPO. Donc, il y aura une plus grande organification de l'iode et un plus grand couplage des DIT MIT pour produire des T3 et T4. Et en même temps, on aura une mobilisation de la thyroglobuline qui va donc rejoindre la cellule folliculaire dans lequel où la globuline qui me capte les T3 et T4 va être dégradée et on aura des T3, T4 libres qui vont aller vers le sang pour aller faire leurs effets sur les tissus cibles. Donc une fois dans le sang, les T3, T4 ont une nature lipophile. Donc tout ce qui a nature lipophile au niveau du sang, le sang c'est dans sa plus grande proportion, c'est de l'eau.
Donc les hormones thyroïdiennes doivent être transportées. Donc on va avoir un transport avec des protéines de transport. Donc vous avez un transport spécifique, des protéines spécifiques de transport, c'est la thyroxine binding protein c'est une protéine qui transporte spécifiquement pardon, les hormones thyroïdiennes. Ou vous avez aussi la transthyrétine qui peut transporter les hormones thyroïdiennes et certaines albumines. Donc, parmi les T3 et T4 qui sont libérés, on note 99,7% des T3 et 99,97% des T4 qui sont transportés. Les seules fractions 0,3% de la T3 et 0,03% de la T4 qui vont rester libres sont les fractions biologiquement actives. C'est-à-dire que la T3 et la T4, tant qu'elles sont liées à la protéine de transport, elles ne vont pas faire leur effet sur le tissu cible. Donc, c'est seulement les petites fractions libres qui vont faire leur effet. Donc ça a un intérêt, ça explique l'intérêt lors du dosage ou le dépistage, par exemple, de dysthyroïdie. Lorsqu'on fait des dosages des hormones thyroïdiennes T3, T4, on s'intéresse plus au dosage de la T3, T4 libre, parce que c'est cette T3, T4 libre qui va donner l'effet sur les tissus cibles. Ça ne sert un peu à rien, c'est-à-dire ça n'avance à pas grand-chose de connaître la totalité des T3, T4, même celles qui sont liées aux protéines de transport, parce que justement, elles n'ont pas d'effet sur les tissus tant qu'elles sont avec les protéines de transport. Donc le fait de lier la T3 et la T4 aux protéines de transport, bon, déjà, en plus de leur permettre d'être transportées dans le sang, qui est un milieu aqueux, ça va également permettre de rallonger la demi-vie des molécules. Il faut savoir que la T3, T4 à l'état libre a une durée de vie d'environ 24 heures. Lorsqu'elle est liée à la protéine de transport, sa durée de vie, sa demi-vie, va atteindre jusqu'à 6 à 7 jours. Donc, le fait de la lier à une protéine de transport, ça augmente sa demi-vie, mais également, ça diminue sa vitesse de captation par les cellules, vu que je viens de dire que c'est uniquement la fraction libre qui fait son effet, donc qui est captée par la cellule et qui fait son effet au niveau intracellulaire. Donc le fait de lier ça permet de réguler un peu la vitesse à laquelle les cellules sont stimulées par les hormones thyroïdiennes. Alors, il faut savoir également qu'entre la T3 et la T4, c'est la T3 qui est la plus active. Et pour avoir un maximum d'effet, la T4 va être donc désiodée par une désiodase. Donc, c'est une enzyme qui va enlever une molécule d'iode à la T4 pour la rendre T3. Les désiodases, elles sont présentes dans le foie, le rein ou parfois directement dans la thyroïde, qui fait que l'hormone sort directement en T3. Ce qui se passe ici, c'est que donc on va avoir une molécule d'iode qui va être enlevée et selon l'emplacement de la molécule d'iode qui va être enlevée, on va soit aboutir à une molécule T3, soit à une molécule T3 reverse. Vous pouvez lire dans la littérature ou autre quand vous vous documentez que la T4 est une forme inactive et que la T3 est une forme active, ou même que la T3 reverse est une forme inactive. D'ailleurs, je l'ai dit entre parenthèses, mais ce n'est pas entièrement vrai. La T3 est la molécule la plus active des hormones thyroïdiennes. Mais la T4 fait quand même son effet. C'est juste qu'il est beaucoup, beaucoup moins euh, effectif. Il est beaucoup, son effet, il est moindre et beaucoup moins que l'effet de la T3. La T3 reverse également a un effet encore moindre par rapport à la T4. C'est pour ça qu'on dit carrément que la T3R est inactive. Mais il est fou de dire que la T4 est complètement inactive et qu'il n'y a que la T3 qui fait son action. Le fait aussi, donc, à partir de là, vous pouvez vous poser la question, donc pourquoi il y a de la T4 s'il faut qu'on lui enlève une molécule d'iode, enfin un atome d'iode, pour qu'elle devienne encore plus active. Ça permet également de réguler la vitesse d'action des hormones thyroïdiennes au même titre que les protéines de transport.
D'ailleurs, même lors des dysthyroïdies, les hypothyroïdies, lorsqu'on donne un substitut, donc des hormones thyroïdiennes à prendre par voie orale, on donne de la thyroxine qui est la T4. Et pour pas que toute la dose de T4 donnée aille faire son effet immédiatement sur les tissus, on va donner la T4 qui aura le temps d'aller vers le foie ou les reins pour être désiodé, pour aller faire son effet petit à petit sur les 24 heures, parce que je crois que c'est une prise par jour, sur l'organisme. Donc, maintenant venons justement aux effets biologiques des hormones thyroïdiennes. Elle a des effets biologiques sur plusieurs organes cibles, donc plusieurs tissus cibles. Je vais commencer par le cœur. Au niveau du cœur, elle augmente l'effet des catécholamines. Donc, elle augmente la perméabilité du tissu cardiaque aux catécholamines. C'est-à-dire, on va avoir, pour un même nombre de molécules de catécholamines, on va avoir un effet augmenté. Donc, ce qui aura pour conséquence une augmentation du pouls, une augmentation de la contractilité du myocarde et une augmentation du débit cardiaque. Au niveau du muscle squelettique, elle va stimuler le développement des fibres musculaires de type 2 à contraction rapide. Et au niveau du métabolisme, donc les hormones thyroïdiennes vont augmenter le métabolisme de base en augmentant l'expression de la pompe sodium-potassium ATPase. Donc, la pompe sodium-potassium, donc ATPase, ça veut dire qu'elle a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc, elle va aller scinder une molécule d'ATP pour pouvoir fonctionner. Mais si j'augmente l'expression de NAK, donc de la pompe sodium-potassium, donc je vais augmenter l'activité et donc je vais augmenter l'énergie dont elle a besoin. Donc, elle aura besoin de plus. La cellule contenant plus de pompe sodium-potassium va avoir besoin de plus d'énergie pour fonctionner, ce qui aura pour conséquence l'augmentation du métabolisme de base. Et également, le fait de consommer beaucoup d'ATP aura pour conséquence, bon, une augmentation de la consommation d'oxygène pour, par exemple, oxyder les glucides ou autres, pour justement produire de l'énergie. Et selon le dosage des hormones thyroïdiennes, ça peut avoir soit un effet stimulateur de l'anabolisme protéique, soit carrément inhibiteur. Cela dépend de la dose. L'effet sur les protéines est dose dépendant. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que ça, de fait, de bloc directement, soit stimule, soit inhibe l'anabolisme des protéines. Ça dépendra de la dose qui circule. Mais aussi, donc les hormones thyroïdiennes vont stimuler le métabolisme du glucose, donc vont me stimuler la glycolyse, la néoglycogénèse et la glycogénogénèse. Les hormones thyroïdiennes ont aussi un effet sur le développement. Donc, on a in utero, c'est-à-dire pendant le développement fœtal. Les hormones thyroïdiennes également de la mère euh, vont aller agir sur la maturation du cerveau, donc avant la naissance de l'individu. Et pendant l'enfance, les hormones thyroïdiennes vont agir en synergie avec l'hormone de croissance pour justement permettre une croissance optimale chez les enfants. Et en dernier lieu, les hormones thyroïdiennes agissent sur le système nerveux, donc ça affecte l'humeur, la mémorisation et le sommeil. Donc lorsqu'on a une dysthyroïdie, souvent on va avoir des humeurs qui vont être affectées, donc des troubles de l'humeur, ou chez les hypothyroïdiens, on va avoir des troubles de la mémorisation et du sommeil. On verra ça plus tard. Donc, après avoir listé tous les effets biologiques, je vais passer aux dysthyroïdies. Donc, par rapport aux dysthyroïdies, il y a deux types. Donc, on va voir les hyperthyroïdies, puis les hypothyroïdies. Hyperthyroïdie, c'est-à-dire hypersécrétion des hormones thyroïdiennes. En fait, il y a plusieurs maladies et plusieurs types d'hyperthyroïdie ou dysthyroïdie. Il y a des dysthyroïdies qui sont, on appelle ça sournoises, mais dans ce cours, juste pour savoir, pour avoir l'idée, on va donner juste les maladies les plus connues
dans l'hyperthyroïdie ou dans l'hypothyroïdie, c'est-à-dire les plus caractéristiques pour voir les effets d'un surplus d'hormones thyroïdiennes ou d'une carence d'hormones, c'est-à-dire, une hyposécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc pour les hyperthyroïdies, la maladie, qui caractérise le plus les hyperthyroïdies, c'est la maladie de Basedow. C'est une maladie auto-immune dont, en fait, on va avoir des anticorps qui vont aller stimuler les récepteurs de la TSH. Et ils vont stimuler donc les récepteurs de la TSH en absence de la TSH. Donc même si la TSH n'est pas là, les récepteurs de la TSH sont stimulés et donc on va avoir une production accrue et une libération accrue d'hormones thyroïdiennes. Et j'ai dit indépendamment du taux de TSH circulant. Donc juste et à l'aspect clinique, ça va se montrer par une augmentation des hormones thyroïdiennes, donc T3, T4 dans le sang et en parallèle une baisse de la TSH. Parce que pourquoi? Par un rétrocontrôle, la T3, T4 lorsqu'elle est, très élevée dans le sang, il y a un rétrocontrôle qui se fait à l'hypophyse et donc l'hypophyse va essayer de compenser cette, augmentation de T3, T4 en diminuant la sécrétion de TSH. Donc on aura une TSH moindre, mais comme j'ai expliqué, même s'il y a peu de TSH, ces anticorps continuent à stimuler la thyroïde et donc elle continue à produire des hormones thyroïdiennes. Alors, ce qui va se produire lorsqu'on a un surplus d'hormones thyroïdiennes, donc on va avoir un hypermétabolisme généralisé, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'effet sur la pompe sodium-potassium ATPase, et ce qui va augmenter encore plus le métabolisme de base. Et aussi par conséquent, ça va m'augmenter également la sécrétion des catécholamines. Et les catécholamines sécrétées en excès à plus ou moins long terme, ça va conduire à une diminution de la résistance vasculaire périphérique. Ce qui se produit également, c'est la diminution de ce qu'on appelle le phospholamban au niveau du cœur. Le phospholamban, c'est celui qui va gérer le mouvement du calcium au niveau du muscle cardiaque et et lorsqu'il est diminué, donc on a une augmentation du volume et du mouvement, pardon, du calcium au niveau du muscle cardiaque et c'est ce qui va m'augmenter la contractilité du myocarde. Et aussi, les anticorps récepteurs de la TSH vont en fait, vont stimuler également les fibroblastes orbitaux, c'est-à-dire au niveau de l'œil, au niveau des orbites de l'œil et ces fibroblastes vont aller se différencier en adipocytes. Ils vont produire, avec une production accrue d'acide hyaluronique et de glycosaminoglycane et ce qui va se faire, c'est que ce dépôt-là va augmenter et donc va pousser les yeux vers l'extérieur et on va avoir ce qu'on appelle l'exophthalmie et parfois avec une rétraction des paupières et une diplopie. La diplopie, c'est le fait de soit voir, c'est de voir double, donc des défauts de vision, justement parce que les yeux vont être exorbités vers l'extérieur. Beaucoup de malades hyperthyroïdiens ont les yeux globuleux qui ressortent vers l'extérieur. C'est dû à ce phénomène où cette accumulation d'acide hyaluronique et de glycosaminoglycase et la stimulation des fibroblastes orbitaux. Entre autres, vous avez d'autres symptômes, c'est, l'intolérance à la chaleur, vu que, il y a un hypermétabolisme, donc une production d'énergie accrue, donc l'individu va avoir une intolérance à la chaleur. On va avoir une perte de poids qui est due également à l'augmentation du métabolisme de base et une augmentation de l'appétit. En parallèle, on aura une faiblesse, une fatigue, de l'onycholyse, c'est-à-dire que c'est un détachement de l'ongle par rapport à la peau, là où il est collé à la peau. On va avoir un dédoublement et un détachement de l'ongle. Et on va avoir un myxoœdème prétibial. Le myxoœdème, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a une accumulation d'acide hyaluronique et de glycosaminoglycane, en fait, elle peut se produire également au niveau de la peau. Et lorsqu'on a ça au niveau de la peau, on a donc un défaut d'élimination de cet excès et il va donc me former des œdèmes. Prétibial parce que c'est l'un des premiers endroits où ce myxoïdème va apparaître
chez les malades, qui ont la maladie de base dos. On va pou aussi parfois, on va avoir un goitre diffus, de la tachycardie et des palpitations, des arythmies cardiaques, de l'hypertension artérielle, des douleurs thoraciques, des tremblements, une agitation, de l'anxiété, voire de la dépression chez certains patients. Ça, c'est en ce qui concerne les hyperthyroïdies. Maintenant, je vais passer aux hypothyroïdies. Donc, c'est le contraire, c'est un hypofonctionnement de la glande thyroïde. Ce qui est représentatif de l'hypothyroïdie, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. Donc, la thyroïdite de Hashimoto, c'est également une maladie auto-immune, mais là, c'est des cellules T CD8 positives qui vont aller détruire les cellules folliculaires. Donc, je vais avoir une destruction des cellules folliculaires, donc forcément, à long terme, je vais avoir une baisse, voire une absence de production d'hormones thyroïdiennes, vu qu'il n'y a plus l'unité qui les fabrique. Au niveau clinique, cela va se traduire donc par une baisse de la T3, T4 et une augmentation de la TSH. Pourquoi? Parce que face à une baisse de la T3, T4, l'hypophyse va essayer de compenser ça en augmentant sa sécrétion de TSH pour essayer de stimuler au maximum le peu de thyréocytes qui reste. Donc, pour essayer de rattraper et de produire assez de T3, T4. Alors, ce qui se produit dans la thyroïdite d'Hashimoto, c'est que, heu, dans un premier temps, on peut assister à un goitre symétrique diffus, c'est-à-dire une augmentation de la taille de la thyroïde, due à une augmentation de la TSH etc., donc une hyperstimulation. Mais, tant que, en même temps, on a les cellules T CD8 qui vont détruire les cellules folliculaires. On a vu dans la première diapo, les cellules folliculaires, elles entourent le follicule. Donc une fois plusieurs cellules endommagées, plusieurs cellules lysées, donc on va avoir une rupture du follicule. C'est-à-dire la substance colloïde n'est plus complètement délimitée par les cellules folliculaires. Elles sont détruites et à un moment donné, le follicule, il rompt et donc on va avoir, après ça, on va avoir, donc pardon, le contenu de la substance colloïde qui va se retrouver vers l'extérieur et qui va aller être déversée dans le sang. Et j'ai dit tout à l'heure que la substance colloïde contient les réserves des hormones thyroïdiennes pour jusqu'à 2 mois. Donc imaginez un follicule qui rompt et donc toutes ces réserves vont aller être directement déversées vers le sang. Et donc, on va avoir un pic d'hormones thyroïdiennes et ce qu'on appelle une achytoxicose. Et ça va me donner des symptômes d'hyperthyroïdie parce que justement, un follicule rompu, on va avoir le on va avoir, toutes les réserves qui vont aller dans le sang et donc ça va me causer des symptômes d'hyperthyroïdie. Mais par la suite, cette achytoxicose va s'atténuer parce que ces T3, T4, une fois dans le sang, donc vont avoir une demi-vie, vont être métabolisés et on va avoir donc à partir de là une baisse de la T3, T4. Une fois que tous les follicules de la thyroïde ont été rompus, on a eu le pic d'hormones thyroïdes, donc toutes les réserves déversées dans le sang. Et une fois toutes les réserves métabolisées, on va avoir donc une baisse de la T3, T4 et au niveau de la thyroïde, on va avoir un retour à la taille normale de la thyroïde, voire une petite thyroïde, c'est-à-dire plus petite que la taille normale. Et cette thyroïde va rester donc non fonctionnelle parce que pratiquement toutes les cellules folliculaires ont été détruites par les cellules T CD8 et donc on ne va plus avoir d'hormones thyroïdiennes qui vont être produites et sécrétées vers le sang. Donc cette hypothyroïdie va donner plusieurs symptômes. En général, les symptômes de l'hypothyroïdie sont les contraires de l'hyperthyroïdie. Je parle des hypo et hyperthyroïdies, encore une fois, strictes, comme ces exemples que je vous donne. Donc on va avoir une intolérance au froid, un gain de poids parce que
vu que les hormones thyroïdiennes vont augmenter le métabolisme de base, donc leur absence va diminuer le métabolisme de base. Donc moins de production d'énergie et donc une thermogénèse diminuée. Donc on va avoir une intolérance au froid et un gain de poids également par rapport au fait que le métabolisme de base est diminué, un faible appétit, une alopécie, c'est-à-dire une perte de cheveux et un changement dans la voix. On va avoir les personnes qui ont des hypothyroïdies ont tendance à avoir parfois la voix rauque. On va avoir une peau froide et sèche, de la bradycardie à la vu qu'il y a plus les cellules thyroïdiennes qui vont faire leur action sur le pouls. On peut avoir, une constipation, des myopathies, des difficultés de concentration et de mémorisation, une dépression, une aménorrhée ou une ménorrhagie chez les femmes, ça dépend. Et également, on pourrait avoir une galactorrhée chez les femmes et des troubles de l'infertilité. Des troubles de la fertilité. Et bon, ça c'est pour, la thyroïdite d'Hashimoto. Il existe également des hypothyroïdies congénitales, c'est-à-dire que, l'enfant à naître, il naît hypothyroïdien. Ceci se traduit par une hernie ombilicale, une hypotonie à la naissance, c'est-à-dire le nouveau-né et puis le nourrisson ne bouge pas comme les autres, bébés de son âge, donc ce qu'on appelle l'hypotonie et une sous-alimentation par une absence de soif, dans ce qu'on appelle la dipsie, EDI. Donc la dipsie, donc vu que le nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois, il a une nourriture, exclusivement liquide et lactée, une absence de soif conduit à une absence d'alimentation, c'est-à-dire il va refuser de s'alimenter correctement et donc on va avoir une sous-alimentation qui est liée à cette absence de soif. On peut avoir chez certains bébés un ictère prolongé, c'est la jaunisse du nouveau-né et qui va se prolonger plus que la normale. Donc ça, c'est différents symptômes qui touchent l'hypothyroïdie congénitale. Bien sûr, c'est les hypothyroïdiens durant l'enfance, on va avoir aussi un défaut de croissance. Donc, vu que les hormones thyroïdiennes agissent en même temps que l'hormone de croissance, on va avoir des troubles de la croissance, un retardage osseux chez l'enfant, etc. Donc là, on vient d'aborder les 2 types donc de dysthyroïdie, donc l'hyper et l'hypothyroïdie. Il y a un troisième type, de d'anomalie qui touche la thyroïde, c'est le goitre. Donc le goitre, ce n'est ni une hyper ni une hypothyroïdie. Ça touche surtout la taille. Quand on parle de goitre, on parle de taille de la thyroïde. Le goitre, c'est une hyperplasie de la thyroïde. Donc c'est une augmentation de la taille de la thyroïde et le plus souvent, le goitre, il est dû à une carence en iode. Ça peut être dû à autre chose, mais le plus souvent, c'est une carence en iode. Cette iode, la carence peut être soit alimentaire, soit une carence d'absorption. Soit, une carence d'absorption au niveau de la thyroïde, c'est-à-dire que l'iode circule dans le sang, mais la thyroïde ne le capte pas et elle réagit en développant un goitre. Donc, heu, lorsqu'une personne a un goitre, elle peut présenter un TSH normal, mais une sensibilité tissulaire accrue au TSH. C'est ça qui fait que parfois le goitre peut évoluer vers une hyperthyroïdie. C'est-à-dire qu'une fois que le goitre n'arrive pas à capter la thyroïde pardon, n'arrive pas à capter le l'iode, elle va s'hyperplasier, donc elle va augmenter sa taille et ce qui va se passer, c'est que pour le même nombre de molécules de TSH, la réaction de la cellule thyroïdienne, elle est augmentée. C'est ce qu'on dit une augmentation de la sensibilité tissulaire à la TSH. Vous avez plusieurs types de goitres. Donc, vous avez donc, le goitre diffus, c'est une hyperplasie qui est homogène. Donc, on va avoir juste un agrandissement de la taille de la glande thyroïde. C'est une hyperplasie homogène, ça peut régresser, se stabiliser ou se compliquer, selon si on trouve la cause, si on remédie à la cause rapidement ou pas. Comme la personne peut avoir ce goitre qui se stabilise durant toute sa vie à cette taille-là. Après, une complication du goitre diffus, c'est le goitre multinodulaire. C'est-à-dire que le goitre, au lieu d'être homogène, il va me former de petits nodules. Ces nodules-là peuvent évoluer en tumeur.
ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire ce n'est pas systématique, mais peut parfois évoluer en tumeur de la thyroïde. Puis ce goitre multinodulaire, bon, jusque-là, il est multinodulaire parce que les nodules ne font rien, c'est-à-dire c'est juste un amas de cellules qui se situe au niveau de la thyroïde. Une autre complication, donc plus que le goitre multinodulaire, c'est le goitre multinodulaire toxique. Ce qui se passe, c'est que ces nodules-là, ces amas de cellules, au lieu d'être non actifs, vont devenir actifs et ils vont sécréter les hormones thyroïdiennes. Donc, je vais avoir donc le tissu de la glande thyroïde, donc les thyréocytes, etc., qui vont sécréter les hormones thyroïdiennes, et je vais y rajouter les cellules des nodules qui vont sécréter aussi des hormones thyroïdiennes. Donc, je vais avoir en quelque sorte une hyperthyroïdie. Et le problème avec le goitre multinodulaire toxique, c'est que les nodules actifs sont TSH indépendants. Autant les thyréocytes, donc les cellules de la thyroïde, les cellules folliculaires, elles répondent au stimulus de la TSH pour produire et pour sécréter les hormones thyroïdiennes. Les nodules, eux, lorsqu'ils deviennent actifs, ils vont sécréter les hormones thyroïdiennes, même si la TSH n'est pas là pour les stimuler. Et donc, c'est ce qui va nous donner une hyperthyroïdie. Et une forme la plus poussée du goitre, c'est ce qu'on appelle le goitre compressif. Le goitre compressif, ça veut dire que le goitre va tellement augmenter de taille qu'il va aller comprimer les organes alentours. Donc, ce qui va nous donner de la dyspnée, donc difficulté de respiration, s'il va comprimer la trachée, donc on va avoir une difficulté de la respiration. On va avoir une dysphagie, difficulté à la déglutition s'il va me comprimer l'œsophage. Et parfois, on va avoir de la dysphonie s'il va me comprimer le nerf qui, qui, qui est là avec les cordes vocales. Donc, la personne va avoir du mal à parler vu que le goitre va aller comprimer tout le système qui permet la parole, donc par rapport aux cordes vocales. Donc, le traitement du goitre, le traitement du goitre, je finis par les types de goitre. Le traitement du goitre, donc c'est essentiellement la prévention de la carence en iode, vu que la plupart du temps, le goitre est dû à une carence en iode. Alors soit, une supplémentation en iode lorsque l'alimentation est faible en iode. J'ouvre une parenthèse là, c'est pour cette raison que le sel qu'on utilise, le sel de table, est iodé. C'est le fait de ioder le sel est une obligation depuis 1952 je crois que dans l'Union européenne, après ça a été adopté partout dans le monde. Parce que justement, ils ont remarqué que l'iode, il est présent surtout, dans les algues, dans les produits de la mer et cetera, et ils ont remarqué que les personnes qui vivaient en haute montagne ou qui n'avaient pas accès à ces sources d'iode développaient un goitre et parfois c'était un goitre vraiment très visible. Heu, Limite, ça pouvait évoluer vers le goitre compressif et donc à partir de là, il a été décidé de mettre de l'iode dans le sel alimentaire afin que toute la population, même ceux qui n'ont pas accès aux produits de la mer ou aux produits riches en iode, puissent avoir la quantité d'iode qu'il faut pour, éviter une survenue de goitre. Donc, il y a aussi, autre chose, c'est que j'ai dit tout à l'heure, l'iode peut être bloqué au niveau de la thyroïde par certaines molécules. Donc il faut, explorer ça pour voir est-ce que c'est une carence alimentaire ou bien c'est une carence juste au niveau, de l'organe qui n'arrive pas à capter de l'iode. On va aussi donner un traitement freinateur de la TSH. Ça, c'est lorsqu'on a un goitre multinodulaire. Donc on va laisser que les nodules actifs et on va freiner la TSH ou aussi on va freiner la TSH pour limiter la sensibilité tissulaire. Vu que la sensibilité tissulaire est accrue, donc on aura besoin de moins de TSH pour que la thyroïde fasse son «travail» entre guillemets normal. Et aussi pour les goitres, multinodulaires et les goitres compressifs, on aura recours soit à de la chirurgie, donc pour, parfois carrément une ablation de la thyroïde,
soit un traitement à l'iode 131. Donc, heu, voilà, ça c'est pour le traitement médical. Maintenant, lorsqu'on est face à un patient dysthyroïdien, et qu'on doit lui donner un régime alimentaire pour une raison X ou Y, donc pour un gain de poids, une perte de poids ou pour, un autre traitement, par exemple l'obésité, le diabète de type 2 ou et cetera. Il faut juste prendre en considération l'effet des hormones thyroïdiennes. Donc si c'est un hypothyroïdien, on va diminuer légèrement, la DEJ par rapport à celle calculée par les formules de Black-Scholes fois le niveau d'activité physique et qu'on et le contraire, lorsqu'on a un hyperthyroïdien, on va considérer une légère augmentation du métabolisme de base due aux effets de la thyroïde, des hormones thyroïdiennes. Lorsqu'on a, un goitre ou une hypothyroïdie, il faut faire attention à certains aliments qui vont justement agir en limitant l'absorption de l'iode ou en limitant la captation de l'iode au niveau de, au niveau de la thyroïde. Donc, ça sera des aliments qui vont être, limités, on ne va pas dire proscrits, mais limités en quantité. Voilà, donc c'est tout pour ce cours et donc je vous dis au prochain cours.